On a tous cette image en tête, un peu romantique, de l'écrivain né, touché par la grâce, celui pour qui les mots semblent couler de source sans le moindre effort. Mais cette image, aussi belle soit-elle, est-ce qu'elle est juste? Et surtout, est-ce qu'elle nous aide vraiment? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble. Voilà, la question est posée très directement et elle vient bousculer une croyance qui a la vie dure. Alors, l'écriture, est-ce que c'est un don, un peu comme un cadeau tombé du ciel, ou est-ce que c'est une compétence qui se travaille mot après mot, jour après jour? Pour y voir plus clair, on va commencer par déconstruire ce fameux mythe du talent. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de se demander si on peut se passer du talent, il faut comprendre une chose. Pourquoi on y croit si fort? D'où vient cette idée si persistante qu'il y aurait un don inné pour l'écriture? Ce qui est fascinant, c'est que ce mythe est en fait une sorte de bouclier. C'est une protection. Si on n'y arrive pas, eh bien, ce n'est pas notre faute, c'est juste qu'on n'a pas le don. C'est une excuse parfaite qui permet de garder intact le rêve d'écrire sans jamais avoir à se confronter à la réalité de l'apprentissage. Une réalité qui est souvent difficile, parfois frustrante et qui demande d'accepter une chose. Au début, on va forcément mal écrire. Mais cette idée, aussi confortable soit-elle, elle a un coût. Et ce coût est énorme. Elle nous paralyse. Voyons maintenant comment cette croyance peut devenir un véritable frein à l'action. Ce tableau, il résume parfaitement le conflit. D'un côté, on a la mentalité du don. Elle nous pousse à nous comparer sans cesse, à guetter un signe de notre génie, et elle nous offre une porte de sortie en cas d'échec. Et de l'autre, on a l'approche basée sur le travail. Là, on accepte que ce ne soit pas parfait, on sait que ça va demander de l'effort, et on se concentre sur l'essentiel, construire son texte brique par brique. Et voilà la conséquence la plus grave de cette croyance, une idée inspirée des travaux de la psychologue Carol Dweck sur l'état d'esprit. En pensant que tout est joué d'avance, on s'installe soi-même des limites, des plafonds invisibles. On arrête de chercher à s'améliorer. On ne cherche plus à comprendre comment une phrase fonctionne, comment une histoire se structure. On attend une sorte de magie qui, bien sûr, ne vient jamais. Et on finit par abandonner, pile au moment où on aurait pu commencer à progresser. C'est la question qui change absolument tout. Et si on arrêtait de voir chaque rature, chaque page sur laquelle on bloque, comme la preuve ultime de notre incompétence? Et si on voyait ça, au contraire, comme une partie normale et même essentielle du processus de création? Heureusement, cette idée de l'écriture comme un artisanat, elle n'est pas nouvelle du tout. Des penseurs, des pédagogues et même des scientifiques l'affirment depuis des siècles. Ils opposent une méthode concrète, presque palpable, à une magie totalement insaisissable. Regardez cette chronologie, c'est assez parlant. De la Rome antique avec le grand rhéteur Quintilien, en passant par le pédagogue Antoine Albala à la fin du XIXe siècle, jusqu'à la neuroscientifique Samakaraki aujourd'hui. Le message, au fond, reste le même. L'écriture, ça s'apprend, ça se travaille, ça se perfectionne. Quintilien, il le disait déjà il y a presque 2000 ans. Même les plus grandes dispositions naturelles ne mènent nulle part sans un travail méthodique. Et à l'inverse, un effort constant peut transformer des aptitudes de départ modestes en une véritable maîtrise. L'éloquence, et donc par extension l'écriture, est un art qui s'enseigne. Point. Des siècles plus tard, Antoine Albalade va encore plus loin. Pour lui, c'est très clair, l'écrivain est un artisan. Le style, la précision, le rythme, tout ça, ça s'analyse et ça s'apprend. Et sa phrase est une véritable profession de foi. On peut enseigner à avoir du talent. Le talent n'est plus une origine, c'est une conséquence du travail. Et pour boucler la boucle, la science moderne. Samakaraki est formelle, cette idée d'une compétence créative innée, d'un don qui existerait comme ça en dehors de tout apprentissage, eh bien, ça ne repose sur aucune réalité scientifique. C'est un mythe, ce n'est pas un fait. Le verdict est sans appel. Bon, d'accord. Si l'écriture n'est pas de la magie, alors c'est quoi? C'est un processus. Et au cœur de ce processus, il y a une étape cruciale, une étape qu'on n'aime pas beaucoup en général, mais qui est absolument fondamentale. Le point clé, il est là, la réécriture. Ce n'est pas du tout l'aveu qu'on a raté, c'est le travail lui-même. C'est vraiment l'acte de l'artisan qui prend sa matière brute, ses idées, ses premières phrases un peu maladroites, et qui va la façonner, la polir, la ciseler, jusqu'à obtenir la forme la plus juste possible. Et ça, c'est capital pour se libérer de la peur de la page blanche. Un texte raté n'est pas un jugement sur notre valeur. Il ne dit rien de définitif sur qui on est en tant qu'auteur. C'est juste un état temporaire du travail, un point sur une carte qui nous montre le chemin qu'il reste à faire. C'est une information technique, ce n'est pas une condamnation. On arrive tout doucement au bout de cette analyse. Il est temps de résumer et de passer du mythe qui paralyse à une méthode qui, au contraire, libère et permet de construire.
Le parallèle ici est assez fascinant, vous ne trouvez pas? Hier, on invoquait le don pour ne pas avoir à faire l'effort d'apprendre. Aujourd'hui, on se tourne parfois vers l'IA avec exactement la même illusion, obtenir un résultat parfait sans faire le travail difficile de structurer sa propre pensée. L'outil change, mais le réflexe pour contourner l'effort, lui, reste le même. Alors, comment on avance? Concrètement, on peut retenir 4 piliers. D'abord, considérer l'écriture comme un vrai métier, qui s'apprend. Deuxièmement, analyser les textes des autres pour comprendre comment c'est fait, au lieu de se comparer à eux. Troisièmement, accepter et même accueillir l'imperfection des premiers jets. Et enfin, le plus important, redéfinir le talent. Ce n'est pas un point de départ, c'est une destination. C'est le résultat d'un long apprentissage. Voilà le renversement de perspective, résumé en une seule phrase. Le talent n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est cette aisance qu'on acquiert après des centaines d'heures de pratique, de doutes, de corrections et de réécriture. C'est une compétence qui est devenue tellement naturelle qu'elle finit par paraître magique, mais seulement vue de l'extérieur. On va terminer avec cette question. La prochaine fois que l'on se retrouve face à la page blanche, que se passerait-il si on arrêtait de la voir comme un test pour savoir si on a le don ou pas? Et si on la voyait tout simplement comme une séance d'entraînement? Juste une occasion de plus pour apprendre, pour expérimenter et pour progresser. Tout simplement.